Alors là, sur les mineurs, il faut le dire, notre politique, notre théologie de l'excuse, notre théologie de ce n'est pas de la faute de, il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un d'autre. Ce que Dershowitz aux États-Unis, qui est pourtant un grand militant démocrate, expliquait, la culture de l'excuse, nous a amené à ne pas savoir traiter de la question de comment on réglait le problème des mineurs. Et je le dis ici publiquement, pour moi, on ne traite pas le problème des mineurs en les mettant en prison, mais on ne traite pas le problème des mineurs en ne les traitant pas du tout. Or, nous avons choisi de ne pas le traiter du tout au nom de cette fameuse théologie de l'excuse. Et du coup, notre nombre de mineurs mis en cause, dont d'ailleurs beaucoup sont des mineurs en danger, soumis à la violence, qui reproduisent de la violence, ce que nous refusons de voir, d'admettre, d'étudier, l'interdit scientifique sur cette question est absolument invraisemblable, est un élément que nous ne savons pas traiter et qui est aujourd'hui au cœur de toutes nos contradictions par rapport au problème du retour de la violence, je dis bien retour car ça n'est pas nouveau, et de l'acceptation ou de l'inacceptation de la société par rapport justement à ces phénomènes de violence, qui est très différent de l'arrivée de gangs et de dispositifs organisés qui, comme hier, faisaient 50 ou 60 voitures en volant des autoradios, aujourd'hui font 50 ou 60 cambriolages ou attaques, etc., et qui sont là de la criminalité organisée, qui se traitent avec les moyens de la criminalité organisée, et qui se traitent donc d'une manière spécialisée et différente du sujet traditionnel. Le fait d'avoir un policier pour un agent permettant de refaire la procédure rééquilibrerait et rendrait un immense service à l'ensemble de la chaîne pénale. Car s'il faut critiquer parfois les magistrats pour ce qu'ils ne font pas, franchement, quand vous regardez ce qui leur arrive, je dois reconnaître, et je n'ai pas été très gentil avec les magistrats pendant très longtemps, que moi-même, je ne vois pas très bien ce qu'ils auraient pu faire d'autre que de classer sans suite. Or, quand vous avez un système qui classe sans suite à plus de 70%, 80% en intégrant toutes les autres raisons du classement, eh bien vous avez un souci. La chaîne pénale aujourd'hui, c'est le classement sans suite le problème. En fait, il n'y a pas de chaîne pénale. La chaîne pénale fonctionne à 20%. Et dans les 20%, elle donne 1% de taux de rendement si on suivait la logique prison ferme, peine exécutée, ce qui est le deuxième gros problème de notre chaîne pénale, c'est-à-dire l'inexécution de la peine. Et je le redis, pour moi, la prison n'est pas la réponse. La prison est un échec. Mais la prison n'est pas la réponse à rien, et la prison n'est pas la réponse à tout. Mais rien n'est pas la réponse du tout. Or, nous, entre rien et la prison, on ne sait pas faire. Notre code pénal, quand vous le lisez, je donne ça à mes étudiants, et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on a mis autant d'articles où il n'y a que de la prison, alors que ça ne correspond à rien, ça ne sera pas appliqué, ça n'a aucun sens, ça nous fait plaisir. Les peines de prison sont en essentiel décidées avec sursis. Donc, de toute façon, on donne une peine qu'on n'applique pas. Quelle logique? Écoutez Pierre-Victor Tournier, de ce point de vue-là, il est beaucoup plus éloquent que moi, et nous partageons, de ce point de vue-là, sur une vraie contrainte pénale, le même point de vue. Quand je dis vraie contrainte pénale, c'est malheureusement pas celle que je lis dans le texte. C'est pour ça que je suis pour une vraie contrainte pénale, un peu différente, ou même très différente de ce que j'ai lu, c'est-à-dire une réponse effective au problème qui est posé. Et ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est qu'on est passé de l'impunité et de l'absence de réponse pénale à plus que marine, par le choix des électeurs. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, les élites pensent, les électeurs votent. Soit avec leurs pieds, soit avec leurs bulletins. Parfois avec les deux. Et si on veut éviter les extrêmes, il faut quand même commencer à écouter ce qu'ils nous disent. Et quand ils parlent, les électeurs, moi j'ai fait beaucoup de terrain, les contrats locaux de sécurité, etc., on écoute beaucoup les gens. Mais ce qu'ils demandent, ce n'est pas le fascisme, le nazisme, l'élimination des immigrés, etc. Ils demandent la loi et l'ordre, l'application de la loi et la compréhension de l'ordre. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, c'est que nous n'avons que très peu de jurys dans notre système et que l'incompréhension du système pénal qui n'est enseigné par personne avant la fac. Je rappelle qu'avant d'arriver en première année de droit, on ne fait pas de droit dans notre système, alors qu'on fait du droit en première année de lycée aux États-Unis, qu'on mime des procès, qu'on sait comment ça marche, qu'on sait qu'on peut être juré, y compris pour des peines purement correctionnelles. Donc nous avons un problème de culture du droit, bon, ça c'est notre histoire, hélas, mais nous avons aussi un problème d'application de la loi. Nous sommes un des rares pays où, au lieu de négocier les peines, on négocie la loi. Nous en payons le prix politique de ce point de vue-là, et c'est un souci. Et puis pour ce qui est de la justice, que ce soit pour les cambriolages comme pour les mineurs, le problème est celui-là, c'est que le code pénal est inadapté. Il vous propose des solutions qu'aucun d'entre nous n'a envie d'appliquer. Donc on ne les applique pas, sauf qu'on n'a pas de solution alternative.
Or, quand on est passé aux États-Unis à l'arrivée de Bratton puis de Kelly à New York et les méthodes qui ont été utilisées dans le reste des États-Unis, on est passé de aucune réponse et une violente réaction sociale à la question de l'insécurité à la vitre brisée, on traite de tous les problèmes, la tolérance zéro, on met tous ceux qui doivent aller en prison, et au bout d'un moment, aujourd'hui, les villes sont plus sûres qu'elles ne l'ont jamais été, il n'y a jamais eu aussi peu d'homicides à New York, on ne sait même plus par rapport à quoi les calculer, tellement la statistique est basse, et les prisons se vident, car contrairement à une idée répandue, il y a un effet vertueux dans le système. On a mis beaucoup de gens en prison, énormément aux États-Unis, mais dans les villes qui ont expérimenté les choses, les prisons aujourd'hui se vident et l'insécurité et la criminalité ne réaugmentent pas. Il faut bien savoir que s'il y a un code pénal, c'est parce que c'est le code de la peine et de la punition. Il a une mission particulière qui est celle de répondre aux problèmes. Sauf que les Américains, quand ils ont des jeunes gens qui leur posent problème, leur système éducatif ne les jette pas dehors, considérant que l'exclusion serait la réponse au problème. Mettons les emmerdeurs dehors, comme ça ils pourront faire à l'extérieur ce qu'ils ne font pas dedans, quitte à se venger d'ailleurs en brûlant l'école. Non, le système c'est les obliger par exemple à venir travailler à l'école le week-end et les vacances. Je ne suis pas un ferme partisan du système américain pour tout, mais sur cette question-là, l'exclusion scolaire, les décrocheurs, ceux qui sont dehors, je préfère qu'ils soient dans l'école plutôt que ça, parce que je suis sur la ligne Victor Hugo. Quand on construit une école, on ferme une prison. Quand on remet les gamins à l'école, on leur évite d'aller en prison. Nous n'aimons pas la contrainte. Parce que nous n'aimons pas la contrainte sur les mineurs, nous considérons qu'il vaut mieux les laisser seuls face aux problèmes qui sont posés ou les mettre totalement en prison. Entre deux extrêmes, je suis pour la construction d'un dispositif de sur-mesure. Il ne nécessite pas énormément plus de moyens. Les écoles existent, les enseignants existent. Beaucoup d'entre eux pourraient même être volontaires pour retrouver ce qui sont les charmes de l'engagement du métier d'éducateur ou d'enseignant. Mais en la matière, nous ne leur laissons pas beaucoup le choix. Et moi, je me rappelle avoir eu un débat quand nous avons réformé le code de discipline avec Luc Châtel sur la question de l'exclusion, à quel point c'était un outil de management pour l'encadrement des enseignants et à quel point c'était un outil de perdition pour les familles et les organisations syndicales. Il y a là un souci qui peut être traité, et moi je partage ce que disait sur cette question Éric Ciotti. Je pense que l'initiative d'avoir un système intermédiaire qui permette de résoudre ces questions est une bonne solution dans un cadre où on reste dans l'espace scolaire, où on le renforce et où on le réutilise, y compris pour montrer que justement la sanction et la punition, c'est l'éducation dans un sens positif et pas seulement dans un sens de rupture et d'éloignement, même si il faut aussi considérer les populations pour ce qu'elles sont. Une partie des jeunes mineurs délinquants sont des criminels en puissance qu'il faut traiter comme ce qu'ils sont, et pas seulement des pauvres ER victimes de la discrimination et du chômage, et expliquant que nous avons une lourde responsabilité à leur égard à cause de la période coloniale, et que donc il faut leur autoriser un certain nombre de délits comme compensation. Car c'est ça qui est dans l'arrière-pensée d'un certain nombre de ceux qui ne les traitent pas. Il faut se le dire, puisqu'ils le disent et l'écrivent. Il se trouve que la pression populaire, la réalité, a ramené la renaissance des polices municipales. Si vous allez par exemple Gare du Nord, vous découvrez à quel point ça peut être intéressant. Vous avez 9 opérateurs différents Gare du Nord qui tous fonctionnent à la même heure, de 8h ou 9h à 18h ou 19h, et qui disparaissent tous à la même heure. Il ne reste plus que les forces de police qui font leur ronde dans la gare. Vous comprenez bien ce qu'est à la fois la saturation inutile du terrain avec une surdépense considérable, et le départ total du dispositif au moment où il est le plus nécessaire, car il y a des horaires dans la délinquance. Par exemple, on sait, depuis une étude il y a une vingtaine d'années, que 45% des activités délinquantes ont lieu aux horaires où il reste 4,5% de l'effectif policier disponible. La nuit. Et que le travail de nuit de la police, c'est particulier. Et qu'il y a donc là une problématique particulière. Donc on sent bien qu'il y a sur ces questions de qu'est-ce que la sécurité ou qu'est-ce que le côté régalien, un sujet qui n'est que peu abordé parce que le service public de la sécurité s'est étendu de manière considérable et que du coup il s'est créé beaucoup de missions dont on peut aujourd'hui se demander raisonnablement si elles sont indispensables. Du coup, les effectifs. D'abord, le problème des effectifs, ce n'est pas le problème des effectifs, c'est le problème des horaires. Comme vous le savez, les horaires des policiers évoluent. Quand Gaston Defferre, à juste titre, décide de rajouter une brigade, il réduit les effectifs disponibles. Quand on passe des 3-8 au 4-6,
Pour des questions mécaniques, vous perdez du monde. Quand on passe des 39 aux 35 heures ou des 41, quand on recrute plus, etc. Or, le système policier fait du yo-yo. Il fait du yo-yo avec des hyper-recrutements suivis d'arrêt des recrutements ou de baisse des effectifs, et sur la question des horaires et de l'organisation des horaires, puisqu'il y a un nombre de cycles horaires à l'intérieur du ministère de l'Intérieur qui rendrait complètement frappadingue n'importe quel DRH d'une entreprise normale. Il suffit de regarder les cycles horaires des motocyclistes d'autoroute, des CRS de plage, des agents de nuit d'une DCSP de province et des agents de nuit de la PP, des agents des BAC, des BREC, des BRIC, des blocs et des autres inventions de sigles bizarres pour immédiatement se suicider. Moi, je rends hommage à la direction de l'administration de la police nationale et aux organisations syndicales pour arriver à comprendre quelque chose dans ce fatras incompréhensible. Je ne parle même pas des primes et des salaires pour rester extrêmement raisonnable. C'est un truc incroyable. Incroyable. Il y a dans l'organisation une déperdition d'énergie, de moyens, d'efficacité considérable. Et au milieu de tout ça, des îlots d'inventivité, de créativité, de bonne volonté, de briques et de broc. Les premières cartographies criminelles étaient faites par des adjoints de sécurité avec des crayons Caran-d'Ache et des bouts de papier avec des logiciels qu'ils amenaient eux-mêmes, bridés de jeux vidéo ou de je ne sais pas quoi, dans les années 80, pour dire on peut faire de la cartographie criminelle et ça va nous dire. Le Comstat a été une invention d'ADS dans des commissariats, de jeunes, même pas policiers, qui trouvaient que c'était quand même utile de savoir où ça se passait et pas seulement ce qui se passait et combien il s'en passait. Donc, la police, elle a survécu à plus de réformes dans l'administration depuis les années 80 que n'importe quelle autre administration de l'État. Réforme, contre-réforme, anti-réforme, interruption des réformes. Ça n'est pas un ministère non réformable, c'est le ministère qui s'est laissé le plus réformer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans les réformes. Et donc, peu à peu, le système... Alors, il n'y a pas besoin... La France dispose de largement suffisamment d'effectifs par rapport à n'importe quel autre pays comparable en Europe. Le problème, c'est qu'elle n'a pas les effectifs où il faut. Donc il y a des endroits surdotés. AEF vient de publier, Monsieur le Président, votre petite note sur les effectifs par département, police et gendarmerie. Mais je vous prendrai un exemple. Vous prenez la population de référence. Sauf que ce n'est pas la population réelle. À Paris, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas 2,1 millions d'habitants. Il y a 3,5 millions à 4 millions de personnes qui vont passer. Le taux de criminalité à Paris est 2 fois moindre que ce qui est indiqué. Et le taux de présence policière aussi. Dans les banlieues environnantes, le jour. Dans les banlieues environnantes, la population se divise quasiment par 2. Mais elle revient à la normale la nuit. Et je rajoute à Paris les touristes, etc. Agde, par exemple, connaît 20 000 habitants l'hiver et 100 000 l'été. Et ainsi de suite. Nous n'analysons pas la réalité par rapport à ce que nous connaissons. La chambre de commerce de n'importe quel patelin peut vous dire très exactement quelle est la différence entre sa population résidente, sa population réelle, son attrait touristique. Mais nous n'utilisons pas ces données, pourtant parfaitement disponibles. Non, nous utilisons les données du recensement. Pourquoi? Parce qu'elles servent pour les budgets, pour l'administration municipale, pour les dotations, mais pas pour la réalité. Quand nous avons les outils, nous ne les utilisons pas, et quand nous n'avons pas les outils, nous ne cherchons pas à les avoir. C'est une partie de notre problème. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème d'effectif en France, pour vous répondre. Il y a un problème d'organisation du territoire. Il y a 200 circonscriptions de sécurité publique de trop. Et alors, croyez pas que je dis ça avec facilité, du genre il suffit de faire clic pour faire ça. Alors, il faut le savoir, en matière criminelle, entre ce qu'on sait, ce qu'on croit et ce qu'on cherche, ce qu'on sait est hélas la plus petite partie de l'ensemble, essentiellement parce que nous n'avons que peu de données nationales, mais quand on regarde les données internationales, très souvent, on découvre qu'il y a des éléments qu'on connaît depuis longtemps, mais que nous feignons d'ignorer ou que nous ignorons vraiment, soit parce que nous les avons oubliés, soit parce qu'on n'a pas eu le temps de les prendre en considération. Et je n'en prendrai qu'un seul exemple. Il ne faut pas croire que c'est une sorte de fascination pour le sujet, mais depuis 1973 et l'étude de Kansas City, on sait que la police communautaire n'a aucun effet sur la lutte contre la criminalité, mais n'a d'effet qu'en termes de communication politique. Et loin de moi l'idée que ça serait inutile. Nous continuons imperturbablement à faire comme si l'étude de Kansas City n'existait pas. Ça fait 40 ans que tout le monde la connaît. Ça fait 40 ans que tout le monde connaît les limites de la police communautaire ou police de proximité ou police de présence, de visibilité et de proximité. Et tous les États qui ont utilisé les disciplines scientifiques savent très exactement ce qu'ils font et donc n'ont pas d'obsession ni de fascination
pour la Polprox, au-delà de ce à quoi elle peut servir, rassurer les habitants, mais pour la lutte contre la criminalité, d'autres dispositifs ont été mis en place depuis fort longtemps que nous découvrons avec toujours beaucoup de retard et selon le principe du copier-coller dès qu'on va en visite pour voir le Comstat américain ou nos collègues canadiens et notamment québécois. Et donc il y a une déperdition naturelle dans les éléments qui devraient être portés à la connaissance des politiques afin de prendre des décisions de politique publique, ce qui fait qu'il y a relativement peu de production intellectuelle sur le sujet, et quand elle existait en France, elle était essentiellement anti et contre. La France est le seul pays où nous avons les spécialistes mondiaux de toutes les thérapeutiques possibles et imaginables et essentiellement contradictoires, et très peu de spécialistes du diagnostic. Ce qui, en matière médicale, pourrait amener à des situation désagréable et en matière de sécurité publique produit à peu près les mêmes effets dans les limites concernées. Merci d'avoir regardé ce contenu jusqu'au bout. Pour faire vivre la chaîne et partager votre avis, vous pouvez liker ou commenter la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités et infos politiques. À très bientôt sur IFP.